Alors, ce sujet sur la peur, eh bien, déjà, de quoi s'agit-il finalement? Hein, c'est quoi la peur? Sachant que c'est quand même quelque chose qui pourrit la vie de pas mal de monde, c'est une énergie qu'on sait basse. Hein. On dit toujours la peur, c'est l'énergie, la vibration la plus basse dans le système énergétique. C'est ce qui nous tire le plus vers le bas. Et vous le savez, parce que quand vous avez eu une grande frayeur, ou quand vous avez une peur, tout simplement, vous savez dans quel état vous vous trouvez après, hein? Est-ce que vous vous souvenez de peur que vous avez eue et à quel point ça vient, après on est lessivé, hein? En général, quand on a eu voilà, soit une grande peur, soit un stress pendant longtemps, hein, je veux dire une peur, je sais pas, avant un événement, quelque chose, vous savez, quelque chose qui vous ronge le ventre, hein, et qui est là derrière en récurrence, eh bien, après ça, quand le système se remet au repos, on est vidé. On a l'impression qu'on a, voilà, on a été laminé. Donc la peur, c'est vraiment quelque chose qui bouffe beaucoup d'énergie. Et eh bien, en parallèle, l'énergie qui est la plus haute en vibration, c'est l'amour. Hein. Alors l'amour, bien sûr, pas seulement l'amour amoureux, mais l'amour sous toutes ses formes, cette énergie qui finalement nous dilate, nous tire vers le haut, nous permet vraiment de, voilà, de rayonner tout ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de nous. Et la peur, c'est une énergie qui nous contracte, hein, qui nous rassemble. Alors voilà, cette énergie-là, finalement, la peur, on peut dire que c'est une émotion. Hein. Vous savez que la peur, ça se vit dans le corps. C'est un ressenti que nous allons vivre quand nous sommes en présence d'une menace ou dans la perspective d'une menace. Pas seulement dans la présence d'une menace, mais aussi dans l'idée qu'il y a une menace. Hein. Parfois, la menace est présente, elle est là, elle est en train de se matérialiser, il y a réellement quelque chose qui se passe dans le présent, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Hein. Vous savez que si toutes nos peurs étaient uniquement en train de se ressentir par nous quand il y a vraiment un danger qui est là, en train de nous menacer, ce serait formidable. La plupart des peurs que nous vivons, elles se manifestent alors qu'il n'y a pas de danger dans le présent. Donc, c'est vraiment ce ressenti dans le corps, les symptômes que nous allons ressentir, tout ce qui va se mettre en route dans l'énergie dans le corps, en présence d'un danger ou dans la perspective d'un danger qui est réel ou imaginaire. C'est important tout ça dans la phrase. Hein. Ça veut dire que le danger, effectivement, il peut être réel. Si effectivement vous êtes là et que vous voyez qu'il y a un arbre qui est en train de s'écrouler, vous voyez que voilà, il est en train de se fendre, qu'il penche furieusement et que vous sentez des craquements, ben, dans le présent, vous êtes tout à fait conscient qu'il y a un vrai danger là tout de suite et que la peur que vous allez ressentir à ce moment-là, c'est vraiment un système autonome, hein. C'est vraiment le cerveau reptilien, le cerveau, les mécanismes de survie qui s'enclenchent. Et ça sert à finalement vous donner des ressources pour survivre. La peur, c'est quelque chose, s'il n'y avait pas de peur, eh bien, nous n'aurions pas survécu en tant qu'espèce. Hein. Ce sont des mécanismes naturels et qui sont bienvenus. D'accord? Parce qu'on parle toujours de la peur comme une ennemie, mais la peur saine, la peur utile est un déclenchement réactionnel dans le corps pour que nous soyons capables d'enclencher, eh bien, finalement, des mécanismes pour soit, on dit toujours, soit fuir, soit combattre, hein, soit quelque part mettre quelque chose en place finalement pour nous adapter à ce que l'environnement est en train de nous proposer, hein, nous adapter à ce qui se passe. Et c'est quand nous avons peur, vous savez qu'il s'enclenche dans le corps ce qu'on appelle le système sympathique. Hein, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça, ce sont des mécanismes de survie naturels qui sont enclenchés par le cerveau reptilien. Et ces symptômes-là, ils vont être déclenchés pour nous permettre de nous adapter et de réagir. D'accord? Et ce système sympathique, vous le savez, quand il s'enclenche, c'est comme ça nous amène dans un état d'hypervigilance. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a peur? Ben, le cœur se met à battre plus vite, d'accord? Le sang afflue plus vite. Il y a de la contraction. Vous savez, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se compacte.
Hein. Il y a tout dans le corps qui se contracte. On commence à être vraiment, c'est comme si tout le corps se mettait en hypervigilance. Et donc, ce système sympathique, pardon, s'enclenche. Et donc, ça va nous permettre justement, normalement, hein, ça c'est la réponse souhaitée, face au danger, face à la menace. Une menace, elle peut être physique, elle peut être psychologique, elle peut être émotionnelle. Hein. On peut se sentir menacé, bien sûr, si on se sent menacé dans la survie. Eh ben, là, normalement, on est censé enclencher un système, hein, soit de fuite, soit de réactionnel pour faire quelque chose avec ce qui se passe. Mais on peut aussi se sentir menacé dans son intégrité émotionnelle, avec la peur de souffrir, hein, la peur d'être rejeté, etc. On verra ça après, toutes nos peurs familières. Et donc, de la même façon, le système est là pour protéger notre bien-être, pour protéger finalement notre santé mentale, psychique, émotionnelle, physique. Hein. Donc, la peur est une réaction naturelle. Ok. Jusque-là, c'est important de le dire parce que la plupart du temps, nous nous mettons à finalement diaboliser la peur dans tous ces fonctionnements, alors que fondamentalement, en soi, jusqu'à un certain stade, on peut se dire que la peur est utile. Mhm. D'accord? Alors, elle est utile quand il y a une réelle menace dans le présent. Là, c'est sans équivoque. S'il y a quelque chose qui se passe dans le présent, il est important que vous compactiez rapidement tout votre système sympathique pour réagir à la situation. C'est ce qui se passe en général quand il y a un événement, quelque chose qui se passe qui vous menace directement dans le présent. Mais on peut aussi se paralyser. Hein, vous le savez, malheureusement, ça peut être aussi une réaction, c'est-à-dire que la peur s'enclenche, mais malheureusement, elle est tellement forte, elle est tellement enclenchée sur un mode parasympathique que tout le système est en bug. Hein. Ça veut dire que là, vous êtes paralysé et au lieu finalement de pouvoir vous enfuir ou faire ou dire quelque chose ou mettre en place quelque chose, vous n'avez plus, vous êtes complètement paralysé sur place. Hein. Donc évidemment, ça, ce sont des bugs du système, comme on dit. Mais en soi, normalement, le mécanisme de la peur, c'est ça. C'est pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir enclencher ce qui est nécessaire pour vivre ce qu'il y a à vivre et faire en sorte de finalement protéger votre intégrité. Maintenant, euh, dans ces mécanismes-là, il y a aussi plein d'autres interactions. Hein. Alors, bien sûr que déjà dans la phrase, dans la définition que je vous ai donnée, on parle de danger, de menace qui est réelle ou imaginaire. À partir du moment où on dit qu'il y a une menace imaginaire, vous comprenez que ça induit la pensée. Hein. Ça veut dire qu'on présuppose qu'une situation est une menace et pour le présupposer, il faut que nous y pensions, il faut que nous ayons des pensées à propos de ça. Parce que sinon, le danger, s'il n'était que perçu dans l'instant, dans le présent, il serait en lien avec ce qui est en train de se passer. Mais là, on est en train de dire quelque chose de très important dans notre réalité d'humain, c'est que finalement, la peur peut être aussi liée à des présomptions, à des présuppositions et à des projections dans le futur. Hmm. C'est-à-dire que on peut, bah, vous le savez, c'est ce que nous faisons la plupart du temps, hein, nous les humains. C'est-à-dire nous enclenchons des, des peurs du futur, c'est-à-dire que nous pensons à des choses qui vont se passer ou qui devraient se passer et nous créons des scénarios à propos de ça. Tout le monde connaît ça, hein? Je crois que je ne suis pas toute seule à faire ça. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on arrive dans quelque chose qui pourrait être plus de l'ordre de la pathologie. Hein. Et c'est ça que je voudrais un petit peu voir avec vous ce soir, c'est finalement comment reconnaître les peurs utiles, c'est-à-dire celles qui peuvent nous aider à mobiliser notre système pour arriver à des résultats. Je vais vous donner un exemple, parce que bien sûr, là, si on parle de survie immédiate, la question ne se pose pas. On espère que notre système va fonctionner et qu'on ne va pas bugger. Hein. Mais il y a aussi des peurs qui sont en lien avec l'organisation. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la peur à ce moment-là.
on dit qu'il y a de la peur quand il y a des symptômes. Hein, c'est-à-dire on va se baser là-dessus, se dire qu'il y a le système parasympathique qui s'enclenche. Hein, c'est-à-dire tous les systèmes que nous, on appelle stress, hein, finalement, hein, parce que c'est comme ça dans le corps. Ça donne quoi quand on a peur? Eh bien, on le ressent dans le corps. On va ressentir ça peut être la gorge qui se serre, le cœur qui commence à battre fort, euh, des maux de tête, vous savez, de la tension qui monte, hein, des crispations, des nausées, de la transpiration, le système digestif en général qui est vite atteint. Hein, voilà, ça peut même créer des troubles digestifs, des vomissements, des nausées. Ça dépend à quelle intensité de peur et de stress nous sommes en train de vivre. Donc, tous ces symptômes-là, on les reconnaît. Hein, et ils peuvent arriver sans qu'il y ait de pensée, comme je vous dis, et ils peuvent aussi arriver alors qu'il ne se passe rien, rien du tout. Vous pouvez être confortablement installé dans votre canapé, en train, voilà, le moment est super et tout, et vous vous mettez à penser. Et vous avez des pensées à propos, par exemple, d'un futur, euh, voilà, une future conversation que vous avez à avoir avec quelqu'un, un interview, voilà, quelque chose. Et là, vous vous mettez à penser à ça et votre mental enclenche tout seul. C'est-à-dire il se met à faire des scénarios. Et vous connaissez ce système, hein, où on se dit, et si il se passe ceci, et si il se passe cela, et si on me dit ça, et si je ressens ça, et si je me comportais comme ça, et si je me mettais à trembler, et si j'arrivais pas à dire ce que je veux dire. Alors vous connaissez les et si. Hmm. Et là, on est dans une autre problématique qu'on pourrait appeler la peur psychologique, c'est-à-dire que là, on n'est plus, bien sûr qu'il y a des menaces. D'accord? Il y a des menaces présupposées, hmm, enclenchées par la pensée. Alors, bon, ça peut être tolérable et utile. Hein. Je vous donne un exemple. Vous avez un examen, par exemple, je ne sais pas, vous devez passer un examen de quelque chose. Et du coup, bah, il y a une importance. Hein, votre vie, il y a quelque chose qui se joue pour vous là-dedans. Donc, vous allez à ce moment-là enclencher finalement une forme d'attention. Hein, et pour que, si vous n'aviez pas de stress du tout, hein, il y a une forme de peur à l'idée de rater cet examen parce que ça a une importance pour vous. D'accord? Donc, à ce moment-là, la mesure des conséquences que ça peut avoir, hein, et l'importance que ça a pour vous, ça va enclencher une forme de mobilisation. On pourrait appeler ça de la peur, hein, peur de rater, peur de voilà, de ne pas aboutir, etc. Est-ce que c'est vraiment de la peur? Ben, c'est une forme de mobilisation, c'est-à-dire que vous allez devoir, il va y avoir une forme de stress qui se met en place pour que vous ayez le courage à ce moment-là. Hein, vous vous souvenez quand on était jeune là, et qu'on faisait des heures et des heures et des heures d'études pendant des semaines pour réussir ses études, par exemple. Sans stress, personne ne fait ça. D'accord? S'il y a... Ouais, vous pourriez avoir juste envie de réussir, mais en général, ça ne suffit pas pour trouver tout ce courage, hein, qu'il faut pour renoncer à plein de choses, pour pouvoir continuer à travailler, etc. Hein. Et encore aujourd'hui, dans votre vie, il y a des moments comme ça où on doit être focus. Bon, allez, on doit prendre voilà, le courage, etc. Et il y a une forme de stress, mais on peut appeler ça un stress positif. C'est celui qui nous fait bouger. Hein. C'est-à-dire la projection peut-être oui, de l'idée de rater quelque chose, de ne pas y arriver, etc. Ça peut nous mener à avoir beaucoup de courage et à faire des choses. Hein. Mais là où ça devient problématique, c'est si le stress, si la peur va commencer à vous amener dans des symptômes qui finalement vous empêchent d'atteindre vos résultats. Hein? Si tout d'un coup je projette des peurs et je me dis, ben oui, il faut absolument que j'y arrive, mais si j'y arrivais pas, et ce serait dramatique, et si je rate, et si j'y arrive pas, et là vous commencez alors à cultiver des pensées qui vont vous amener dans un état qui n'est plus gérable, d'accord? Et qui va avoir l'effet inverse. Ça, vous connaissez aussi, hein? Ça nous est tous arrivé. C'est-à-dire que la pensée va s'emballer, le mental s'emballe, hein. Il projette des scénarios
projette des peurs. Et évidemment, s'il s'agissait que de projeter des scénarios, ce ne serait pas bien grave. Là où c'est plus compliqué, c'est que bien sûr, le corps ne fait pas la différence entre une vraie menace et une menace, quelque part, une perspective de menace, hein. Les pensées que vous entretenez, c'est la même chose pour le corps. Vous l'avez déjà, vous le vivez tous les jours, ça, vous le connaissez. Si tout d'un coup vous vous projetez dans un scénario catastrophe, où vous vous dites, je vais jamais y arriver à mon examen demain, c'est pas possible, je vais perdre mes moyens, j'en suis sûre, je connais pas mon texte, j'ai pas assez revu, je vais me planter, hein, vous connaissez ce système-là. Eh bien, si vous nourrissez, si vous laissez partir ce mental en sucette et que vous commencez à projeter tout ça, eh bien, inévitablement, vous allez ressentir dans le corps exactement les mêmes peurs que si c'était en train d'arriver, les mêmes symptômes. Vous allez commencer à avoir le cœur qui bat, vous allez vous affoler, et ça va en plus amplifier le système de pensée. Plus vous allez avoir ces systèmes-là, plus vous allez penser encore. Vous voyez, ça va faire un cercle vicieux. Et donc, et à ce moment-là, eh bien, la plupart d'entre nous, quand nous dépassons un certain seuil de stress, un certain seuil de peur, surtout si c'est lié à des pensées récurrentes qui alimentent le système, eh bien, nous n'allons plus être capables de donner la réponse, c'est-à-dire la raison pour laquelle la peur est là. D'accord? Trouver, n'oubliez jamais, la seule raison de la peur naturelle dans notre système d'humain, et chez les animaux, c'est pareil, hein, c'est un réflexe reptilien, c'est un système de survie, et ça nous permet, c'est censé nous permettre de nous adapter, de trouver les solutions, de trouver les réactions et les moyens d'agir. Si vous êtes complètement, si vous enclenchez, vous dépassez un seuil raisonnable, entre guillemets, et que là, ça s'emballe, vous n'allez plus être capable de faire ça. D'accord? Vous allez perdre vos moyens, vous allez perdre le courage, vous allez, comme je vous disais, la peur, c'est l'énergie la plus basse. Donc, vous allez être absorbé dans le corps. Ça va prendre tout l'espace, hein. Et donc là, vous n'allez plus pouvoir, bah, quelque part, être efficace. Et vous le savez, ça nous arrive tous dans la vie, hein. De certains moments donnés, on est pris par le truc. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'une solution, c'est d'arrêter, hein. C'est-à-dire de changer le focus. C'est-à-dire, vous allez arrêter, par exemple, vous êtes en train d'étudier, à ce moment-là, je parlais d'examen, vous allez sortir de là parce que de toute façon, vous n'allez plus rien arriver à faire. D'accord? Donc, vous allez aller marcher, vous allez téléphoner à quelqu'un, vous allez faire autre chose, vous allez remettre votre attention sur autre chose, ça pour faire diminuer la charge. D'accord? Parce que si vous restez comme ça, c'est intenable. D'accord? Et à un moment, on le fait tous naturellement, hein. D'accord? Mais la pathologie, elle arrive quand on n'arrive plus à le faire. Là, il faut s'alarmer, hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, normalement, la peur, c'est un état temporaire. D'accord? Il y a un signal. Alors, je ne sais pas si vous savez que le signal, chez l'humain, enfin, dans le corps, c'est l'organe qui s'occupe de ça. C'est les amygdales. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça. Donc, l'amygdale, chez nous, c'est le siège c'est le signal d'alerte, en fait. C'est les amygdales qui gèrent l'information, le flux d'informations et qui permet d'envoyer l'orientation, qui nous permet de gérer les mécanismes pour réagir, en fait. Alors, bah, je ne sais pas vous, aujourd'hui ça se fait moins. Moi, quand j'étais gamine, on enlevait les amygdales de un enfant sur deux. C'était la mode là, à l'époque. On enlevait les amygdales. Dès que l'enfant a un peu mal à la gorge. Alors qu'en fait, dans le siège énergétique, le fait d'avoir les amygdales gonflées, d'avoir des angines à répétition, en fait, ça traduit un système de surchauffe au niveau de la peur. D'accord? Ça veut dire que les amygdales, il y a tellement de peur et pas assez. Ce que vous allez comprendre, là, que je vais vous expliquer, c'est que dans notre système, il y a le système sympathique et parasympathique. D'accord? Le sympathique, c'est l'enclenchement, c'est ce qui nous permet de nous mobiliser, d'être actifs,
Hein. Donc, quand on se lève le matin, hop, c'est le sympathique qui se met en route pour qu'on se lève, qu'on se prenne en main, qu'on ait de l'énergie, qu'on fonctionne, etc. Et puis, naturellement, dans les cycles de l'énergie, il y a le parasympathique qui s'enclenche dans la journée. Souvent, c'est le moment où vous avez un coup de barre et vous allez prendre un café ou quelque chose pour vous. Vous vous dites, oula, l'énergie est un peu plus basse. C'est normal, en fait, parce que si nous restons enclenchés sur le système sympathique tout le temps, on pète les câbles, en fait. D'accord? C'est naturellement que nous sommes conçus comme ça. Regardez un animal, il va être. Moi j'ai des chiens, ils se lèvent le matin, ils sont hyperactifs, veulent aller promener, etc. Une fois que ça c'est fait, ils dorment. Ils dorment. D'accord? Et puis après, hop, ils sont nouveau actifs, hop, et ils redorment. Et donc, chez chaque règne, il y a cette nécessité-là. D'accord? Et il n'y a pas que le sommeil. Bien sûr que le parasympathique s'enclenche quand on dort, mais pas que. D'accord? C'est important d'avoir des moments où, par exemple, chaque fois que nous sommes pris émotionnellement, notamment par la peur, eh bien, tout le système va se mettre en branle-bas de combat. Vous allez être activé. Vous le savez quand vous êtes dans l'émotion. Vous avez vu tout ce que ça fait dans le corps. Hein. Pas que la peur, toutes les émotions. Mais la peur en principal. Hein, parce que là, il va y avoir toute une condensation pour réagir. Et donc, après ça, il faut que le parasympathique s'enclenche pour récupérer des forces, pour remettre à niveau l'énergie. Si vous n'arrivez pas à redescendre, c'est une catastrophe. D'accord? Parce que le corps, il peut pas, il n'est pas prévu pour ça. Ce sont des soupapes. Donc, évidemment, l'état naturel, ce qui doit se passer naturellement, c'est ceci. OK, la peur, c'est un état temporaire. Vous gérez la situation et puis ça redescend. Et d'ailleurs, vous savez que quand ça redescend, vous êtes épuisé. C'est normal. Et après, n'importe quelle émotion, hein, ceci dit. Quand on a une grosse émotion, qu'on a été très triste, qu'on a pleuré, qu'on a vécu quelque chose, même de très fort, même dans la joie, à un moment donné, derrière, il y a une rééquilibration du système. C'est ce qui doit se faire. OK? Eh bien, nous, dans notre système, euh, malheureusement, nous sommes très sollicités par beaucoup d'informations aujourd'hui dans ce monde, hein, plus qu'avant, hein, parce que nous avons les médias sociaux, vous savez qu'on est très sollicités. Et du coup, nous sommes absorbés comme ça en permanence, hein, par des flux émotionnels, par des flux d'informations, et nos systèmes doivent gérer ça. Et il n'y a plus de place pour ces fameuses courbes entre le sympathique et le parasympathique. Il n'y a plus d'espace pour récupérer. La plupart des gens, ils vont travailler le matin, ils se lèvent et jusqu'au soir, ils n'ont pas le droit de faire une petite méditation, une petite sieste. Vous savez, c'est rare, c'est pas bien vu au boulot. Quand vous mettez dans la chaise, dit, bon, là, maintenant, je prends 20 minutes, je, je redescends en énergie. Hein. Et donc, la plupart d'entre nous, nous ne le faisons pas. Et donc, nous absorbons, nous absorbons. Quand il y a de la peur, pour toutes les raisons qu'on va envisager, eh bien, il se passe que derrière ça, il faut ramener le système pour digérer l'information, pour pas l'empiler dans le corps, pour pas faire des mémoires, de la cristallisation. OK? Il faut transformer, transmuter, alchimiser ces émotions de peur. Eh bien, quand ça ne se passe pas, il se fait qu'à un moment donné, nous allons basculer dans un système où le parasympathique est enclenché tout le temps. Et la personne, elle n'arrive même plus à dormir. Elle n'arrive plus à se relaxer. Elle n'arrive plus à se détendre. OK? Vous connaissez, c'est comme un état. Et là, on est dans la pathologie. D'accord? Il peut y avoir, on appelle ça un état d'anxiété. Hein, c'est quoi l'anxiété? Par rapport à la peur. La peur, on a vu que c'est pour réagir à une situation qui est considérée comme une menace. OK? Qu'elle soit réelle ou pas, mais l'objet est défini. La peur, j'ai peur, je sais de quoi, je sais de quelle situation. Même si je me fais un film à propos de ça, mais il y a quand même un objet à ça. D'accord? Je peux avoir peur pour mes examens, peut-être je me raconte plein d'histoires à ce propos-là. Ça amplifie ma peur, ça amplifie le stress, mais c'est défini. L'anxiété, hein, c'est un état diffus, c'est-à-dire il n'y a plus vraiment d'objet. On ne sait plus vraiment exactement où est la menace.
c'est quelque chose qui est plus, oui, plus diffus. J'ai pas tellement de... Et en général, l'anxiété, elle est liée à une projection dans le futur. C'est-à-dire que c'est souvent en lien avec des pensées qu'on entretient à propos du futur. Et finalement, on arrive dans cette fameuse peur psychologique dont je vous parlais. Et il se peut qu'à un moment donné, à force d'être anxieux, entre guillemets, à propos du futur, ça devienne un état chronique. Il est normal d'avoir des anxiétés de temps en temps, hein, c'est humain. On peut très bien, c'est normal de se dire à certains moments donnés, je me demande ce qui va m'arriver, il y a une situation à gérer, je vais devoir déménager ou ceci, cela, j'espère que je vais y arriver, que ceci. Voilà, temporairement, c'est normal d'avoir des étapes dans sa vie où on se pose des questions, où on se projette dans le futur, où on se demande comment ça va se passer, etc. Jusque-là, c'est OK. Ça peut créer un peu de stress, ça peut... Voilà, c'est une situation focalisée, on sait pourquoi. Et normalement, on est censé plus ou moins gérer cette situation. Voilà. Là où ça devient problématique, c'est que finalement, on ne se projette plus dans une situation en particulier. Le stress s'installe, l'anxiété s'installe. C'est comme une pathologie, d'accord? Donc, on appelle ça les troubles anxieux. La personne a peur, même quand il ne se passe rien. Elle a une boule au ventre, elle a des angoisses, des bouffées d'angoisse, c'est comme un état qui s'est installé et la personne ne sait plus vraiment à propos de quoi réellement. Ça peut même devenir à propos de tout, hein. C'est-à-dire que c'est plus rationnel. Ça devient la moindre situation à gérer, la moindre décision à prendre, le moindre changement à opérer devient source de stress, de peur, et la peur prend la place en fait. D'accord? Donc, à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire face à ça? Hein? La réaction naturelle, c'est essayer de se mettre à l'abri parce que c'est insupportable. Vous comprenez bien que dans le système naturel, nous avons besoin de réenclencher le parasympathique régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Bien sûr, il y a le sommeil qui est ultra important parce que c'est le moment ultime où le corps peut récupérer. Notre santé psychique, notre santé émotionnelle dépend de la qualité de ce système parasympathique, hein. Donc, quelqu'un qui dort plus, qui dort mal, qui dort trop peu, etc., ben, vous comprenez bien où est le problème, hein. Ça va, il y a plus de soupape, on ne désamorce plus, en fait. D'accord? Donc, il n'y a plus d'information qui peut rentrer. L'information, c'est de l'énergie. Et nous avons besoin en permanence de transmuter l'énergie. Donc, les informations toute la journée nous arrivent, des informations mentales, émotionnelles, hein, nous recevons tout ça et nous les digérons au fur et à mesure. Si nous ne les digérons pas, c'est comme un vase plein énergétiquement, d'accord? Nous sommes complètement... Le vase est plein, donc il n'y a plus rien qui peut rentrer. Et là, on part en roue libre, d'accord? C'est toutes les pathologies de l'humain, hein, à plus ou moins euh, forte intensité. Nous sommes à peu près tous pathologiques dans ce monde. Il faut s'en rendre compte, hein. Nous sommes pathologiques parce que le système est créé de façon à ce que nous soyons très focalisés sur l'extérieur, très occupés, très actifs, très surmenés, hein, à tous les niveaux, très sollicités aussi par les réseaux sociaux toute la journée, le téléphone, les infos, le boulot, les machins. Donc, évidemment, où est la place dans notre système? Si vous regardez naturellement, je veux dire, naturellement, si nous n'étions pas pris dans ce système-là, nous ferions des siestes, nous ferions des périodes de calme, évidemment. D'accord? Après un stress, même au boulot, il faudrait peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour récupérer, pour redescendre, repermettre à l'énergie de circuler, à refonctionner, en fait. Être de nouveau en capacité d'absorber émotionnellement ce qui se passe et mentalement d'ailleurs. C'est pas du tout comme ça que la plupart des gens vivent leur vie. Donc, nous sommes à peu près tous concernés.
Et c'est pour ça que c'est un peu la maladie du siècle, hein. Ça concerne tout le monde, ça concerne les enfants, très tôt déjà. L'anxiété, l'incapacité à absorber la peur, les enfants qui se paralysent, qui n'arrivent plus à fonctionner, qui n'arrivent pas à gérer et qui finalement se retrouvent dans des phobies, phobies scolaires, phobies, même tout petit, il y a déjà des enfants qui ont du mal. Bon, là, je ne parle pas des anxiétés de séparation, etc., qui sont normales, qui sont des étapes normales dans la vie. Je parle de tous ces mécanismes qui peuvent se mettre en place euh, et qui finalement ne sont plus gérés. Hmm. Donc l'anxiété, vous comprenez la différence, hein? La peur, c'est avec un sujet, c'est à propos d'une menace et on sait laquelle, même si on se fait des films à propos. Mais l'anxiété, ça devient un état intérieur récurrent, chronique et sans objet, sans source spécifique en fait, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très irrationnel et quelqu'un qui souffre vraiment d'anxiété chronique va se retrouver à avoir des peurs, sachant parfaitement qu'il n'a pas à avoir peur avec son mental, hein. Bien sûr, il va vous dire, mais je sais que c'est complètement irrationnel, mais je ne peux pas le gérer. C'est là, c'est un état latent. Mhm. Donc ça, c'est important de le rappeler. Bien sûr, c'est bien plus complexe que ça parce que vous savez, il a, il y a des mécanismes, des mémoires qui s'installent dès le plus jeune âge, hein, des mémoires qui ne sont pas gérées par le mental, hein. Donc, ça veut dire que, ben, je vous le dis souvent, mais avant 7 ans, le cerveau n'est pas construit suffisamment, ce qu'on appelle le néocortex, pour analyser les informations, créer des comparaisons, trouver du sens aux événements, tout ça. Ça se développe entre 4 et 7 ans, ça nous permet de faire des abstractions, etc. Mais avant ça, tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est le cerveau reptilien qui va le gérer et le limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel. Le reptilien, c'est le système de survie pur, réflexe, et l'émotionnel. D'accord? Donc, quand vous avez été enfant, un enfant va recevoir toutes les informations, mais il va les recevoir qu'avec ces deux systèmes-là. D'accord? Survie. Ben, bien sûr, parce qu'un enfant qui vient au monde, vous avez compris, hein, il dépend totalement de l'extérieur. Il ne peut rien faire pour sa survie. Et tout est enclenché pour ça. C'est-à-dire, il n'a que pleurer pour se faire entendre, pour sa survie soit prise en charge. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est que des réflexes, hein. À aucun moment, ça passe le frontal, hein. Donc, et puis, il y a l'émotionnel. Bien sûr, l'enfant ressent. Il ressent des émotions, mais ça n'est pas traité par le cerveau. D'accord? En tout cas, par le néocortex. Donc, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de rationalité. L'enfant ne tire pas de conclusion avec son mental. OK? D'ailleurs, le mental n'est pas encore construit. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les peurs, il y a des peurs jusqu'à 7 ans qui sont complètement des mémoires émotionnelles, des mémoires aussi au niveau de l'insécurité, de la survie, etc., qui sont uniquement enclenchées dans le corps. Ce sont des mémoires qui se, qui sont là et qui ne sont pas rationnelles, qui ne sont pas passées par le rationnel. Vous le savez, ça, moi, je vois ça toute la journée, hein. Des personnes qui me disent, mais ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi je réagis aussi fort, je me mets dans des états de peur, de panique, etc. Et en fait, je sais bien qu'il n'y a pas de danger, je sais bien que c'est n'importe quoi. À la limite, elles n'ont même pas de pensée à ce propos-là. Ça s'enclenche tout seul. C'est une espèce, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance, hein. C'est-à-dire, ce sont des mémoires parce que vous avez vécu, alors évidemment, ça dépend aussi de ce que vous avez vécu. On a tous vécu de l'insécurité. Tous les enfants du monde vivent de l'insécurité parce que tout simplement, ils ne peuvent pourvoir aucun de leurs besoins. Donc, à un moment ou à un autre, l'adulte ne va pas répondre parce qu'on fait ce qu'on peut,
Hein? Et donc cet enfant va pleurer, il y a des moments où on va le laisser pleurer et on va pas comprendre pourquoi il pleure, etc. Et donc, imaginez-vous si nous avions la capacité du néocortex, hein, quand nous retrouverions maintenant dans ces situations de stress intense où nous ne pouvons absolument rien faire pour nous-mêmes, que nous sommes totalement dépendants de l'extérieur pour notre survie et que l'extérieur ne réagit pas, eh bien, imaginez le degré d'angoisse que ça crée. D'accord? Et ça, l'enfant, il le vit tous les jours, tout le temps. Hein. Mais heureusement, il ne tire pas de conclusion, sinon ce serait terrible. Donc, ça veut dire qu'il va finalement engranger à l'intérieur énormément de mécanismes de survie, de systèmes de protection, mais il va aussi associer, hein, bien sûr, le danger à certaines choses sans le savoir, d'accord? Sans le rationaliser. Ce sont des espèces d'ancrage, hein, des mémoires, des empreintes. OK? Donc ça aussi, ça vient jouer. Hein. Ce qui fait que moi, j'ai des tas de personnes qui disent, mais je comprends rien. Moi, j'ai déjà fait, je sais pas combien de thérapies, j'ai essayé ci, j'ai essayé là. Et en fait, c'est toujours actif. C'est parce que on ne peut pas résoudre ce type de mémoire de peur, hein, parce que ce sont souvent des traumas, en fait. D'accord? Ce sont des traumas. Nous sommes tous détraumatisés, hein. Et c'est quelque part, ça s'est passé à des époques où nous n'avions aucune possibilité de comprendre ce qui arrive ni de le rationaliser. Et ça s'est inscrit en nous. Et donc, il y a des espèces d'ancrage et de réflexes qui se mettent en place. C'est comme si le système reptilien avait pris l'autonomie sur notre réalité. Il agit de façon autonome sans que nous lui demandions. Et il va créer donc des systèmes de protection et qui nous échappent complètement. Et même si on a compris plus tard, vous faites une thérapie, vous comprenez ce qui vous arrive, vous vous dites, oui, mais je comprends parce que ma maman, elle m'a laissé pleurer, parce qu'à l'époque, on faisait ça. Alors, on laissait les bébés pleurer pendant des heures en disant que sinon, ils allaient être capricieux. C'est un exemple que je vous donne. Et vous savez que votre maman a fait ça, et donc vous vous dites, ben oui, c'est sûrement pour ça que je suis insécure comme ça, je ressens tout le temps de l'insécurité, etc. C'est sûrement pour ça. Eh ben oui, ben admettons, c'est possible. Mais c'est pas parce que vous le comprenez que ça s'arrête. Parce que l'information, ok, vous pouvez le comprendre, ça aide, ça donne du sens, ça rassure un peu, etc. Mais il y a des tas de mémoires qu'on n'arrive pas du tout à désenclencher juste parce qu'on a compris mentalement le truc. Vous le savez, ça. D'accord? Donc, vous voyez que c'est quand même complexe, tout ce qui se joue au niveau des peurs. Ça, il y a des peurs, il y a toutes les mémoires dans le corps, il y a tous les systèmes de survie qui se mettent en place et qui, évidemment, qu'est-ce que ça donne, les systèmes de survie? Ça donne que dès qu'il y a quelque chose qui vient résonner avec cette mémoire, d'accord? Eh bien, nous allons enclencher des processus pour ne pas ressentir cette souffrance, ne pas ressentir cette peur et quelque part se barricader, se mettre en place pour ne pas pour parer à la menace. Hein. Sauf que la plupart du temps, il n'y a plus de menaces. Quand nous sommes adultes, toutes ces menaces vécues, tous ces systèmes que nous avons mis en place, ils n'ont plus rien à faire là. Aujourd'hui, quelles sont les peurs principales? Bien sûr, là, on a parlé de peur, d'état d'anxiété. Là, on est dans la pathologie. D'accord? On est dans la pathologie quand, finalement, nous vivons des réflexes, des systèmes de peur qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'agir. Parce que la peur, à la base, n'est pas faite pour ça. D'accord? C'est fait au contraire pour nous aider à agir et à survivre et à fonctionner. Si ça nous en empêche, vous êtes dans la pathologie. OK? Là, il faut se poser des questions. Donc, mais quelles sont les peurs finalement qui nous intéressent? Parce que vous avez des peurs qui sont liées à un événement. Là, c'est clair. Vous avez 5 ans, 6 ans, 10 ans, vous vous faites morte par un chien, d'accord? Vous avez la peur de votre vie. Et dorénavant, chaque fois que vous voyez un chien ou que vous pensez à un chien, vous avez des symptômes réactionnels, d'accord? Ça se passe même plus par le cerveau, c'est une mémoire et un ancrage.
D'accord? La vue d'un chien peut suffire, avant même que vous pensiez à aïe, 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 c'est dangereux, ça va suffire à déclencher, voilà, tout un. Peut-être vous allez vous mettre à trembler, à transpirer, avoir le cœur qui bat, avoir envie de vous enfuir, etc. Alors que le toutou arrive tout gentil. Il n'y a plus de rationnel là-dedans, d'accord? Parce que il y a un ancrage. Ce type de peur-là, on peut déclencher une phobie, par exemple. D'accord. La phobie, dans la phobie, c'est un peu particulier parce que le réflexe, c'est fuir. Quelqu'un qui a une phobie, par tous les moyens, va essayer de fuir même la pensée. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont une phobie des araignées, ils vont même penser une araignée suffit à déclencher les symptômes de l'alerte, alors que la personne sait parfaitement qu'il n'y a pas d'araignée et elle ne peut pas se raisonner. C'est ça la phobie. D'accord? C'est le système reptilien qui a pris le dessus et la personne ne peut plus rien faire. Et elle n'a même pas besoin de voir une araignée, y penser suffit. Bon, ça, c'est un vrai problème, hein. Ça peut être une vraie problématique. Et on agit sur les phobies de manière particulière quand on a une phobie, parce que là, il s'agit de déconditionnement. OK? Parce qu'on connaît la cause. Ou, en tout cas, soit c'est un trauma dont on a conscience, on sait qu'un jour, soit on a vu un film avec des araignées, ça suffit, hein. Parfois, il ne faut pas avoir vécu réellement la situation. Moi, j'ai travaillé avec énormément d'enfants et de personnes qui ont été traumatisés par un film, réellement. Un gamin qui a regardé un film d'horreur ou machin, et qui est imprégné, parce que, en fait, le corps ne fait pas la différence, comme je vous disais, entre la pensée et la réalité. C'est les mêmes sensations dans le corps. Quand vous regardez un film d'horreur, vous ressentez les choses comme si vous y étiez, hein. Donc, évidemment, vous comprenez à quel point ça peut être dangereux, hein. La pensée, les images, tout ce que nous regardons, ce que les enfants regardent, etc. Parce qu'ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas, jusqu'à 7 ans, la capacité de rationaliser, de tirer des conclusions, de raisonner à propos de ça. Ça rentre directement, ça impacte directement. OK? Le danger, c'est comme s'il y était. Donc, vous voyez bien que pour déconditionner, pour traiter une peur qui est localisée, qui a été, donc on connaît la cause, soit parce qu'il y a eu un trauma dont on connaît, un événement, quelque chose qui s'est passé, etc., à ce moment-là, on peut assez facilement créer le déconditionnement, hein. C'est-à-dire, on va créer un système pour enlever le stimuli-réponse, hein. C'est comme s'il y a un ancrage. La vue d'un chien provoque la réaction. Donc, on va finalement dissocier, déconditionner l'association des deux, hein. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour faire ça. D'accord? Maintenant, il se peut qu'il y ait aussi des phobies, etc., sans qu'on ait conscience de l'événement. Hmm. Mais on peut quand même pratiquer avec cette possibilité, voilà, justement, de traiter le déconditionnement. Parfois, ça ne suffit pas parce qu'il y a, là où ça ne va pas suffire, c'est s'il y a une mémoire dans le corps, comme je vous l'ai dit, d'accord? Et en fait, les mémoires dans le corps, bah, se traitent par le corps. Mm. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir euh, associer un autre état intérieur, hein, à ce qui pose problème. On va y venir tout de suite, hein. Donc pour le moment, voilà un petit peu un tableau, hein, de ce qui se passe pour chacun de nous d'ailleurs, hein, entre guillemets. Alors nous ne sommes pas tous des anxieux pathologiques, mais nous connaissons tous ça. Nous connaissons tous la peur, connaissons tous les peurs irraisonnées, nous connaissons tous les mémoires, parce que tout le monde a des mémoires, d'accord? Tout le monde a un cerveau reptilien qui réagit. Vous savez aussi que parfois, quelqu'un peut vous toucher dans un espace en vous sur lequel vous n'avez aucun pouvoir. Ça réagit tout seul, hein. Donc, ça vous montre bien qu'il y a quelque chose qui est enclenché en termes de mémoire. Et donc, forcément, le moyen de sortir de là, ça va être aussi de travailler sur ces mémoires-là. On verra comment dans quelques minutes.
Voilà, donc ça, c'est le tableau que je voulais un petit peu vous dresser et je vais juste terminer en rajoutant qu'il y a aussi les peurs qui sont liées à l'ego. Et là, ça vient rajouter encore une petite complication à notre histoire, hein. Parce que déjà, on parle de mémoire, c'est déjà pas simple. Ce sont des choses qui sont inscrites en nous et sur lesquelles nous n'avons pas le pouvoir finalement, parce que nous ne les comprenons pas nous-mêmes. Il y a l'anxiété qui se crée finalement. Ça peut être un état induit, hein, parce que ça aussi, c'est important de le dire. Les peurs viennent aussi de conditionnement. Si vous avez été élevé dans une famille au moment de votre construction, hein, vous êtes enfant, vous savez que nous arrivons vierges, le disque dur est vierge, l'enfant, le bébé ne pense pas, il n'analyse pas, la pensée n'est pas encore construite, donc tout ça n'existe pas, il n'a pas d'ego. Et puis à un moment donné, petit à petit, le disque dur va se remplir d'informations, hein, déjà parce qu'on apprend à parler, on associe les choses avec la parole et la pensée va se construire. En parallèle, petit à petit, l'enfant ne peut pas encore avoir de conscience de lui-même, hein. Il ne sait pas qu'il est quelqu'un d'à part entière. Il ne se soucie pas de ça et l'ego n'est pas encore construit. L'ego étant la notion du moi. Moi en tant qu'être unique, moi différencié. D'accord? Quand je dis moi, je parle d'un être unique, différent des autres. Et ce moi-là, c'est un concept. Ça va se construire petit à petit dans le regard que les autres vont poser sur moi, dans le lien à l'autre, hein, ce qu'on va projeter sur moi. Et je vais commencer à construire des personnages qui sont vraiment construits sur la base de la survie, c'est-à-dire un système d'adaptation. Parce que l'enfant, je le rappelle très rapidement, n'a pas le pouvoir sur sa vie. C'est l'adulte qui a le pouvoir sur sa vie. L'enfant ne décide de rien. Si l'adulte dit maintenant tu fais ça, il fait ça, tu vas dormir, tu vas dormir. Tu es puni, tu es puni. D'accord? Donc, il est totalement sous pouvoir. Et c'est ce concept du moi, enfin, l'enfant va devoir s'adapter complètement aux attentes des parents parce qu'il n'a pas le choix. Et en plus, sa survie dépend d'eux. Donc, vous comprenez bien le principe. Et dans ces mécanismes de survie-là, la construction de l'ego, qui se fait un peu plus tard avec la capacité d'abstraction et du néocortex, l'ego va se construire et c'est toutes les identifications que l'enfant va faire à qui est-ce qu'il est? Qui est moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ne suis pas? Pourquoi je suis différent de mon frère, ma sœur, des autres? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Quelles sont mes particularités? Le fameux moi. Hmm. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans cette construction-là, justement parce que c'est un mécanisme de survie, il y a justement ce mécanisme d'adaptation qui fait que l'enfant va devoir, pour être aimé, pour conserver la validation, ce mot-là est très important dans notre vie, être validé par l'extérieur. Parce que sachez que le moi, la perception du moi ne se construit que comme ça, hein, par les messages que nous recevons de l'extérieur. Ce qui est vrai, ce qui est faux, mais aussi qu'est-ce que les autres valident de nous? Qu'est-ce qui fait que je peux valider que je suis quelqu'un de différent, mes qualités, mes défauts, etc. Ça va venir de la validation de l'extérieur. Et du coup, dans la construction de cet ego-là, eh bien, c'est là que va être la source de la plupart des peurs que vous vivez au quotidien. Parce que bien sûr, avoir peur des araignées, c'est une chose, hein. Ça peut être une peur réelle, simplement liée à l'imaginaire, parce que vous avez vu un film, parce qu'on vous a dit, parce que vous avez regardé des histoires quand vous étiez petit, machin, etc. Ou bien ça peut être une peur transmise, parce que vous aviez une maman, par exemple, qui avait une peur folle des araignées. Chaque fois qu'elle en voyait une, elle hurlait, elle appelait papa pour sortir l'araignée. Donc, vous avez introduit que c'était dangereux. Vous étiez petit, vous étiez imprégné de ça. Mais ça peut être aussi symbolique, hein, de plein de choses, des associations comme ça qui nous échappent. Mais ces peurs-là, bon, vous ne croisez pas des araignées tout le temps, etc. Ce sont des peurs avec lesquelles on peut vivre, même si elles sont embêtantes. Sachez qu'on peut aussi largement et facilement les dépasser, hein, puisque là, on est dans les peurs de déconditionnement. Mais par contre, les peurs qui nous embêtent le plus dans nos vies, si vous regardez bien,
Moi, je vais dire les peurs que j'entends le plus tout le temps. Hein. Il y a la peur de mourir, bien sûr, souffrir. La peur principale chez les humains, c'est l'échec, le rejet, la peur du jugement, la peur de la solitude, hein, la peur de rater, hein, ça va avec l'échec, il peut y avoir la peur de réussir aussi, mais donc toutes ces peurs-là, euh, en fait, ça, c'est ce que vivent la plupart des gens, d'accord? C'est ce qui pourrit la vie. Bien sûr qu'une peur des araignées ou une peur de conduire, par exemple, ça peut être très embêtant parce que ça commence à vous limiter dans vos déplacements, etc. Ça, c'est une peur focalisée et comme je vous disais, ça se traite par le déconditionnement. D'accord? Parce que, eh ben, il suffit finalement, c'est comme n'importe quelle peur de votre vie que vous avez dépassée. Vous l'avez dépassée comment? Eh bien, en vous mettant dans la situation, en trouvant des ressources, en vous y habituant, voilà, hein. Si par exemple vous avez peur, moi j'avais peur quand j'étais gamine, j'avais peur de parler en public, mais vraiment peur, hein, je peux vous dire, j'ouvrais pas ma bouche. Hein. Bon, ben, finalement, au fur et à mesure, je me suis mise dans des situations, j'ai trouvé de la ressource et un petit peu plus et un petit peu plus, hein, plus un peu de déconditionnement et un travail sur le lâcher prise. Finalement, aujourd'hui, ça me fait plus peur. Et pourtant, j'avais très peur, d'accord? Ça, c'est ce que nous faisons tous. Vous avez tous dépassé des peurs dans votre vie, hein? Et voilà. Et donc, si on a une peur de conduire parce qu'un jour on a eu un accident ou qu'on a vu un accident ou que tout d'un coup on a déclenché un trouble anxieux, hein, qui fait qu'on a peur de plein de choses, eh bien, bien sûr que c'est pas, vous pouvez ne pas rester avec ça. Hein. Il s'agit de se donner les moyens finalement de se remettre petit à petit dans des contextes où vous voyez que vous avez les ressources et que finalement vous pouvez vivre cette situation et que c'est OK. Sauf si c'est un trouble anxieux généralisé, auquel cas, ça va donner des symptômes de je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne peux plus me mettre dans aucune situation où je n'ai pas le contrôle absolu. Ça, c'est très embêtant. Vous vous rendez compte que c'est embêtant parce que ça veut dire que vous n'allez plus pouvoir faire aucune expérience. Vous n'allez plus, ça va donner que vous n'allez plus prendre la voiture, vous n'allez plus non plus prendre l'avion, puis vous n'allez plus non plus pouvoir aller quelque part. Tout ce qui est associé à je n'ai pas le contrôle, vous n'allez plus pouvoir le faire. Hein. Bon, ben, à un moment donné, les personnes qui ont un trouble anxieux généralisé vont plus rien faire du tout. Mm. Vont rester à la maison et elles vont rester dans le connu, dans une bulle de confort qui va devenir de plus en plus étroite. Bien sûr que c'est pas tolérable. Ça n'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui est possible avec la vie. La vie, c'est le mouvement. Si on rigidifie, qu'on s'enferme petit à petit dans une posture où on veut tout contrôler, on est en enfer, hein, parce qu'on va avoir le mouvement inverse de la vie, on va tout rigidifier. Donc, effectivement, ça, c'est quand on arrive dans la pathologie. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir comprendre tout ça, comment tout ça s'actionne à l'intérieur de nous pour réagir avant d'être dans la pathologie, ou pouvoir aider nos enfants ou nos petits-enfants avec notre vigilance, avec notre compréhension de ces mécanismes, pour qu'ils puissent être pris en charge et réagir avant de tomber dans une pathologie. Après, c'est pas trop tard, hein. C'est pas parce qu'il y a une pathologie qu'on peut plus agir, mais voilà, c'est quelque chose qui est très douloureux, évidemment. Mm. Et là, pour terminer, là où je vous parlais de l'ego, c'est que les peurs que la plupart des gens vivent toute la journée, sans être dans une pathologie, j'entends par là, plus capable de vivre et d'agir et de faire quoi que ce soit, mais il y a des peurs qui sont récurrentes et qui empêchent de se réaliser, qui empêchent d'être heureux, qui empêchent de faire des choses, etc. Et ces peurs, la plupart du temps, sont liées à l'ego, c'est-à-dire peur du regard des autres, peur du jugement, peur de rater, peur de l'échec, peur de pas être reconnu, peur de pas être aimé, peur d'être rejeté, etc. Hein.
Et si vous entendez bien toutes ces peurs, elles sont liées à la validation. Ce mot est important. La validation, c'est c'est souvent la validation par soi-même, hein, déjà. Je suis une bonne personne. Je mérite d'être là. Je peux être qui je suis. La personne que je suis, c'est OK qu'elle soit là. J'ai le droit d'être là dans ce monde. J'ai ma place. Je vaux autant que quelqu'un d'autre. Vous comprenez tout ça? Ce sentiment de sécurité intérieure, c'est la chose la plus importante au monde. Être sécurisé intérieurement, que ce que nous sommes, c'est OK. Que l'être que nous sommes, la personne que nous sommes, a le droit d'être là, mérite l'amour, mérite de donner son opinion, peut faire des choses dans le monde et dans la vie. C'est OK parce que vous avez une valeur, vous êtes... Voilà, c'est pas remis en question. Ça s'appelle la sécurité intérieure. Mm. Ce sentiment, bien sûr, il commence à se créer quand vous êtes petit. Dans les mécanismes d'attachement, comment on a répondu à vos besoins. C'est sûr que si quand vous étiez petit, on vous a mis dans la cave toutes les nuits pour pleurer parce qu'on n'avait pas envie de... Voilà, ça, vous n'allez pas avoir le même sentiment de sécurité intérieure que si on a répondu à tous vos besoins avec amour et attention, hein. Donc déjà, il y a ces premières mémoires-là de sécurité. Et après ça, petit à petit, ça va être comment vous êtes reçu, comment vous avez réussi à finalement développer vos propres ressources et avoir reçu des réponses de validation de qui vous êtes. Et ça dépend vraiment de beaucoup de choses, hein. La plupart, je ne connais pas d'êtres qui, sans avoir fait le chemin, est devenu un adulte totalement sécure. Nous avons tous, nous portons tous une insécurité qui est liée au fait que nous n'avons pas reçu un amour inconditionnel. Même si nos parents et les parents que nous sommes, nous avons envie de le croire. Mais, et même si intérieurement, nous, bien sûr, nous aimons nos enfants et nous avons été aimés, mais la perception est différente, hein. L'enfant va percevoir que l'amour est conditionnel chaque fois qu'il va sentir qu'il déçoit. Hein, il rentre avec un mauvais bulletin et le parent s'énerve ou bien il est déçu, il se dit oh là là, c'est pas vrai, franchement, etc. Et à chaque fois, l'enfant, parce que son ego est en construction, hein, l'ego c'est qu'est-ce que j'ai qui fait que je suis moi et que je suis aimable, évidemment. Hein, parce que l'amour, c'est notre survie, hein. Un enfant qu'on n'aime pas, on s'en occupe pas. D'accord? Donc, c'est vraiment l'association à l'idée que oui, qu'est-ce que chaque fois que je déçois mes parents ou que je les énerve, etc., je suis plus sûre, en fait, qu'ils valident qui je suis, hein. Cette insécurité-là, on la porte tous. Et l'ego va se développer. Et l'ego va essayer de devenir, vous savez, l'ego, c'est les personnages qu'on montre au monde, hein. D'accord? C'est ce qu'on veut, qu'on voit de nous, c'est ce qu'on aimerait être, c'est tous les personnages qu'on crée. Et là, ben, vous vous imaginez bien que ben, il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression quand l'ego se construit pour être une bonne personne, pour que les gens nous aiment, pour qu'on soit validé, pour qu'on soit efficace, pour qu'on réussisse. Il y a beaucoup, beaucoup d'exigences ben, de par le fait que nous ne sommes pas déjà sûrs et certains que nous sommes parfaits comme nous sommes, parfaitement aimables, parfaitement respectables, parfaitement validés, hein. Donc, l'ego va développer une hyper-exigence. Et plus le sentiment d'insécurité est fort intérieurement, plus l'ego va prendre le terrain. Mm. Je dis souvent quand l'ego est très défensif, très voilà, tous les personnages sont très voilà, acharnés sur le fait d'avoir le contrôle, par exemple. C'est une des manières de voir ça, hein. On peut développer des personnages qui ne supportent plus d'avoir le contrôle, de ne pas avoir le contrôle sur tout. Tout ce qui n'est pas sous contrôle est anxiogène, hein. Alors, ça peut avoir plus ou moins d'intensité dans votre vie, hein.
Il y a des endroits où vous sentez sécure parce que vous sentez que vous maîtrisez la situation. Donc là, ça va. Hein. Mais par exemple, vous pouvez à ce moment-là perdre pied dès que vous devez prendre la parole, par exemple, en public ou à une réunion. Moi, je connais des personnes qui sont hyper efficaces, c'est des cadres de management, tout ça. Et puis là, pour une raison ou une autre, quand il s'agit de devoir prendre la parole en réunion, etc., elles sont affolées. Il y a un stress qui n'est pas géré. Hein. Et la raison de ça, c'est je ne suis pas sûre d'être validée. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Prendre la parole, c'est un risque. Moi, j'ai connu ça. Prendre la parole, c'est un risque parce que est-ce que ça va être validé? Est-ce que ce que je vais dire, c'est juste? Est-ce que je vais être ou est-ce qu'il va y avoir du jugement par rapport à ça, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous parle de l'ego parce que c'est aussi des peurs qui sont générées par ça. Hein, cette insécurité intérieure qui fait que tout devient un risque. Et le risque principal pour l'ego, c'est que vous ne soyez pas validé. Parce que notre existence, la plupart du temps, est validée à l'extérieur, par l'extérieur. Nous attendons cette validation. Même une personne qui est confiante en elle, je vais vous donner une petite... ouais, tous ceux qui sont ici, qui ont déjà fait un stage avec moi, vous savez ça. Souvent, dans les stages, je fais une petite blague et je dis, après avoir parlé un peu, je dis, bah, si vous voulez, maintenant, on va chanter. On va chanter une petite chanson, vous allez venir au milieu du cercle. Et là, tous les adultes bien construits, qui pourtant font des réunions, parlent en public, etc., il n'y en a aucun qui veut y aller. Et je vois un mouvement de recul dans les fauteuils qui dit, ah non, pas ça. Co- Mais pourquoi? Hein? Chanter une petite chanson, c'est pas dangereux. Mais la menace, elle est réelle. Pour l'ego, elle est réelle. Parce que ça veut dire, je vais être ridicule, je suis pas sûre d'y arriver, je vais peut-être chanter faux, les autres vont me voir comment. Cette validation, elle est toujours là chez tout le monde. Hein. C'est très rare que quelqu'un soit complètement sorti de ça. Hein. Mm. Donc, on va, à ce moment-là, nourrir les endroits, aller facilement dans les endroits où on est sécure, où on a l'impression qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on gère, hein, que là, ça va. Et tous ces endroits où on touche la bulle de confort, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'endroit où on n'est pas sûr de maîtriser, on n'est pas sûr qu'on va y arriver, on n'est pas sûr du résultat non plus. Hein? Est-ce que ça va vraiment être bien, etc. Est-ce que les autres vont valider? À ce moment-là, il va y avoir ces mécanismes de peur. Hein. Et ils sont normaux et ils ne sont pas graves. À partir du moment où vous le gérez, là, n'oubliez jamais que la peur est là pour vous donner la capacité de réagir, la capacité d'affronter la situation et d'agir par rapport à ça. Si c'est l'effet inverse, ça va plus. C'est normal, par exemple, d'avoir du stress avant d'aller animer une conférence ou du n'importe quoi, ou d'aller faire un spectacle, ou d'aller je ne sais pas quoi faire. Bien sûr, ou même d'aller se marier. Il y a un trac positif, d'accord? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont être contents? Est-ce que ça va être la fête que j'ai tant rêvé? Et c'est tout positif, tout ça. Mais il y a quand même une forme de stress, d'accord? À l'idée que, voilà, que tout ça, ça se passe bien et tout, mais ça ne va pas vous paralyser normalement. Si ce stress, il fait que vous ne pouvez plus rien faire, que vous tremblez, vous ne pouvez plus parler, alors ça, là, c'est pas son rôle. C'est là qu'on voit que, il faut agir, d'accord? Surtout si c'est récurrent, surtout si c'est chronique et que ça vous empêche à ce moment-là, ben, de faire les choses qui sont importantes pour vous, de prendre des décisions. Il y a des personnes qui ont des choix à faire qui sont extrêmement importants, qui ne les font pas et qui restent 10 ans à ne pas faire de choix alors qu'ils se meurent. Par exemple, changer de boulot alors que la personne n'a plus aucun sens dans son travail, elle vit l'enfer tous les jours, elle n'a rien à faire là, ça ne va plus, etc. Mais elle ne prend pas la décision de quitter parce qu'il y a un risque de est-ce que je vais trouver autre chose, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va être mieux ailleurs, et plapli, et plapla. Eh bien, vous connaissez ces systèmes-là. Hein. Et là, ça, c'est énergétivore. Parce que ces peurs-là, ce sont des peurs qui sont liées aux pensées, ce qu'on appelle la peur psychologique. Est-ce que le danger est réel? Oui, il y a le danger de ne pas retrouver de travail, effectivement.
Mais le danger est encore pire de rester dans une situation où on est en train de mourir à petit feu. Là, le danger, il est réel, hein. Mais le danger de est-ce que ça va aller? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est possible? Pas possible? Ça, ce sont des voies qui ne sont pas utiles. D'accord? Parce que si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez mettre en place les choses et vous donner les moyens et vous faire aider et faire en sorte que ça se passe. D'accord? Pour prendre votre vie en main. Et ça, c'est le mouvement juste par rapport à la vie. OK? Tandis que si vous restez dans des situations, parfois c'est dans des relations toxiques où les gens s'entretuent à moitié. Moi, je travaille avec des couples aussi, donc je peux voir que parfois la peur de quitter, la peur de changement, du changement, la peur de se prendre en main, la peur de prendre la mauvaise décision, toutes ces peurs-là sont liées à la même chose. À un moment donné, est-ce que je me choisis? Est-ce que je suis capable de faire confiance dans mes ressources? C'est un sujet tellement essentiel parce que moi, ça fait 35 ans que maintenant que je travaille en psychothérapie et je me rends compte que la peur, c'est à peu près la plus grande cause de souffrance. Tout tourne autour de ça. C'est pas pour rien que j'ai mis en place maintenant un stage qui s'appelle Oser sa vie, que j'adore. J'aime beaucoup animer ce stage parce que c'est vraiment le sujet, hein. C'est justement comment recréer une dynamique positive, comment toucher d'autres ressources en fait et ne pas tourner en rond comme un hamster dans son système où finalement on est enfermé dans la vision qu'on a de nous-mêmes, des capacités qu'on a, de ce qui est possible ou pas possible, de ce qui est juste ou pas juste et on est enfermé là-dedans, dans ce système de pensée et dans cette vision-là. Et ça suffit pas de rationaliser. Ça, moi, je l'ai compris depuis longtemps. Ça suffit pas. On peut se dire, je vais y arriver uniquement en faisant en faisant un système mental, en fait. Hein. C'est pour ça que pour moi, l'expérience, elle est irremplaçable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'en vois d'ailleurs parmi vous qui étaient là, qui ont fait le stage. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un stage comme ça? On se place dans des situations où on change la vision. On change la vision qu'on a de soi. On change la vision qu'on a, les croyances qu'on a par rapport à ce qui est dangereux ou pas, par rapport à ce qu'on est capable de faire ou pas. Tout ça, ce sont des limitations qui font qu'on n'expérimente même plus les choses. On s'enferme dans une bulle de confort où on fait toujours de la même chose et malheureusement, on obtient toujours le même résultat quand on fait toujours de la même chose, hein. Donc, à un moment, comme je dis, c'est important d'éclater le bocal et éclater le bocal, c'est se donner la capacité de voir que si on peut le faire. C'est ce qu'on fait, par exemple, quelqu'un qui a peur de conduire et qui n'y arrive pas et qui a une phobie, ben, à un moment, il va bien falloir qu'il se mette au volant s'il veut conduire. Ou alors il abdique, ou alors à un moment donné, ben, il va se mettre au volant avec quelqu'un qui est patient et il va commencer par conduire sur un petit chemin où il n'y a pas de voiture, et puis voilà, il va se rendre compte qu'il y arrive, et petit à petit, avec des ressources qu'on va lui donner, etc., de fil en aiguille, il va commencer à pouvoir le faire. D'accord? Parce que il va y avoir cette mise dans l'expérience avec les ressources, avec le changement de croyance, avec les outils qu'on peut lui donner. Cette personne va pouvoir transformer sa réalité. Heureusement. Sinon, on ferait comment? Ce serait terrible, hein? Donc, voilà, c'est important de se rendre compte parce que il y a plusieurs choses importantes. Vous entendez beaucoup le mot déconditionnement, déconditionnement parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup qui est associé, hein. Vous avez compris que même les peurs viscérales, il y a une association qui est faite. Et donc, à un moment, il faut dissocier, hein, la pensée de l'émotion elle-même, hein. Arrêter de croire que ça fait ça. Donc, déconditionner, c'est-à-dire quelque part remettre de la justesse dans la façon de voir les choses. Ça, pour moi, l'essentiel aussi, quand on est anxieux, quand il y a un terrain d'anxiété, qu'on passe son temps à être dans le futur, à créer des scénarios catastrophes, ce que font la plupart des gens, hein, soyons clairs, il y a cette nécessité d'apprendre à revenir dans la présence. Et ça, c'est un autre, euh, c'est le moyen, hein, c'est vraiment le moyen. D'ailleurs, quand on est présent, on a rarement peur et rarement de problème. Donc, la présence, c'est la capacité à revenir, à arrêter de faire des scénarios,
à couper le mental et à revenir à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Mm. Pour pouvoir réagir en fonction de ce qui se passe et pas en fonction de ce que nous nous racontons. Parce que finalement, ça rajoute énormément de problématiques qui n'existent pas. Hein. Et aussi, ça c'est vraiment très important, apprendre à être présent. Et aussi, quelque part, et ça c'est vraiment essentiel, apprendre à recréer, à réouvrir de l'espace au parasympathique. Je vous ai expliqué tout à fait à quel point c'est très grave de ne pas désamorcer ce système. D'ailleurs, ça emmène aux pathologies, ça emmène aux névroses. Voilà, c'est clair. Et on devrait apprendre ça aux enfants. C'est essentiel d'apprendre qu'effectivement, euh, il faut plusieurs fois par jour désamorcer le système sympathique. Donc, il faut apprendre à ramener le curseur, à réapaiser le flux de l'énergie pour que le parasympathique puisse s'enclencher. Idéalement, il faudrait que nous soyons à l'écoute de nos rythmes intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous sentez à un moment donné, après qu'il y ait eu, hein, vous avez fait un effort, etc., ben, vous le savez que c'est par exemple si vous faites du sport, après un effort, après on se sent bien, on est détendu, parasympathique, normal. Nous sommes conçus comme ça. Mais après une émotion, c'est pareil, il faudrait un moment pour la digérer. Donc, inévitablement, là, on doit le créer soi-même, en fait, ce système. Les enfants, j'ai vu qu'il y a des écoles maintenant qui refont de la méditation. Ça, c'est formidable, hein. Je pense qu'on a besoin tous de plein d'outils pour, au dehors de faire une thérapie, de comprendre pourquoi nos mémoires, nos machins. Je dis pas que tout est essentiel, en fait, à vrai dire, hein, mais ça sert à rien. Vous le savez peut-être que vous avez fait des thérapies, voilà, et moi, c'est une thérapeute qui parle, hein, donc, que parfois, on n'a pas le pouvoir là-dessus, même si on comprend, les mémoires sont là. Et donc, il faut rééduquer notre système à réapprendre euh, finalement, à se mettre en réception, en possibilité de revenir au calme pour que l'information puisse à nouveau re- revenir, re-rentrer en nous, enfin, entre nous réinformer. Voilà. Donc, énergétiquement, ça, c'est essentiel. Hein. C'est-à-dire apprendre à revenir dans le présent, hein, couper le son, apprendre à canaliser ce mental qui part dans tous les sens pour revenir dans le corps, revenir dans ce qui est là, revenir dans la présence. Et par tous les moyens, apprendre à euh, revenir dans le parasympathique. Donc, moi, je connais plein d'outils. D'ailleurs, c'est le thème pour ceux que ça intéresse de mon stage Carpe Diem, hein. C'est vraiment le sujet. C'est tout à fait pour ça qu'il a été mis en place. Et le stage Renaissance aussi, on fait beaucoup de ça. C'est apprendre à être présent, à revenir à la présence, au centre de soi-même et ne pas laisser tout l'espace au système mental et apprendre, voilà, à revenir dans la canalisation, désenclencher le sympathique. La plupart des humains que moi je vois, ils sont en permanence enclenchés dans le sympathique. Et ça y est, ah là là. Alors ils rentrent chez eux le soir épuisés et heureusement pour ceux qui arrivent encore à dormir, hein, parce que du coup, dormir, si vous dormez des bonnes nuits suffisantes, etc., heureusement, c'est ça qui va permettre de nettoyer et de remettre le curseur, hein, et de vider le trop-plein, etc. Mais pour tous ceux qui ont en plus des troubles du sommeil, c'est une catastrophe. Hein. Donc, c'est vraiment réapprendre ça, des outils, des pratiques. Bien sûr, il y a la méditation, il y a des techniques corporelles, parce que, attention, il ne faut pas négliger le corps. C'est important. Nous, dans nos stages, on propose plein de techniques corporelles. Et si vous avez une pratique chez vous, c'est génial. Faites du yoga, faites du qigong, allez marcher, respirez, parce que vous le savez, vous le voyez vous-même, ça va désenclencher le problème. Hein. Donc, si vous avez broyé toute la journée, été stressé, etc., vous rentrez à la maison, vous allez faire une balade, vous allez promener dans la nature, vous respirez. Évidemment,
que ça va permettre au système de se réguler. Hein. Mais ça va aussi si vous écoutez de la musique et que vous vous détendez, que vous faites une relaxation, que vous allez... voilà, tout est bon, la respiration, il y a la méditation, toutes sortes de pratiques qui vont permettre ça, qui sont... C'est pas les pratiques en soi qui sont guérissantes, hein. C'est qu'elles vont permettre, ce sont des outils qui vont vous permettre de vous réguler, qui vont permettre de revenir au centre de vous, qui vont permettre de refaire de la place, de réguler le système en fait, hein, pour pas que justement vous tombiez, si vous ne le faites pas, dans des systèmes qui patinent et qui s'enclenche tout seul. Et finalement, vous vous mettez à avoir peur de tout, à avoir du stress permanent. Moi, j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, qui est venu faire un stage et qui m'a dit, je ne comprends pas, c'est la première fois de ma vie, maintenant que je n'ai plus cette boule dans l'estomac, je ne savais même pas que je l'avais. En fait, le stress, il était tellement normal chez cette personne qu'elle elle croyait que c'était ça, son état normal. Et comme après le stage, je crois que c'était au stage Carpe Diem, elle a nettoyé, on a tout fait, hein, on passe 5 jours, 6 jours à faire que ça. Donc finalement, le système se régule. Et là, la personne, elle dit, mais je n'ai jamais senti ça. C'est la première fois, je n'en reviens pas. Je n'ai plus cette boule dans la gorge, mais c'est comme si elle découvrait qu'elle en avait une. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, on tombe là-dedans quand à un moment donné, il n'y a pas un nettoyage régulier et cette conscience, en fait, de nos rythmes intérieurs. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait une pratique. Moi, je militerais pour ça, pour que les enfants, à l'école, tout petits, que nous soyons formés en tant que parents, pour que tout le monde soit conscient de ça, que les professeurs utilisent ça dès la maternelle, qu'il y ait ces moments de régulation, que ce soit une hygiène naturelle, normale et obligatoire. Et nous ne serions pas dans un monde de névrosés comme nous sommes, où la peur est l'énergie dominante chez la plupart des humains. Donc, c'est vraiment, c'est pour vous dire l'importance de ça.